Donc, le premier projet pour la catégorie logistique, du coup, ils ont travaillé sur l'optimisation logistique d'une PME agroalimentaire de l'entreprise Catel. Donc, Grégory, Trévor, Valentin et Thibault. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc avec Grégory, Valentin et Trévor, on va vous présenter notre projet génial qu'on a réalisé en partenariat avec l'entreprise Catel. Donc comme Asma vient de le dire, l'optimisation logistique d'une PME agroalimentaire naissante et en hypercroissance. Donc Catel est une PME locale située à proximité de Redon qui est spécialisée dans la fabrication de chips. Elle est distribuée dans toutes les enseignes sous des marques comme la Chips Terre de Braise ou bien la Chips de Bretagne. Donc on va vous expliquer pourquoi on parle d'une entreprise naissante et en hypercroissance. Donc l'entreprise a été créée en 2021 et a sorti son premier paquet de chips de l'usine en avril 2022. Donc sur ces 2-3 premières années d'exercice, elle s'est concentrée surtout sur son marketing, sur sa production, générer du chiffre d'affaires et aussi la qualité. Et en 2025, donc, elle fait face à un tournant, un changement majeur. Elle veut désormais se focaliser sur la logistique. Ce n'est pas quelque chose qui a été intégré au départ dans l'entreprise. Pour plusieurs raisons, elle veut déjà réduire ses coûts, pérenniser l'entreprise et aussi améliorer les conditions des salariés qui travaillent justement dans l'entrepôt. Et pourquoi elle veut se focaliser sur la logistique? Pour avoir une base solide, car en 2026, elle va investir dans une nouvelle ligne de production qui va venir multiplier la cadence de production par 3. Donc, une fois qu'on a tout ce contexte de l'entreprise, on a fixé la problématique. Donc, comment structurer une organisation logistique capable de gérer une production multipliée par 3 tout en assurant sa pérennité. Donc, pour compléter cette partie contexte et expliquer ensuite notre approche vis-à-vis de ce projet, la nouvelle ligne de production qui va être implantée en 2026 répond à un changement de stratégie produit. Donc à la base, lorsque l'entreprise a été créée, elle était située sur le marché de la chips premium, vraiment artisanale, qui représente uniquement 10% des parts de marché de la chips en France. Et face à une concurrence assez accrue, elle a changé de positionnement et désormais un objectif double, se placer donc sur la chips premium, mais aussi sur la chips de masse. Et donc ça va se traduire au niveau de l'usine avec des chiffres qui vont multiplier par 3, donc une cadence qui va être augmentée jusqu'à 700 kg de pommes de terre par heure, et on va passer de 2,6 millions de paquets sortis d'usine en 2024 à plus de 8 millions en 2026. Donc au vu de cette montée en cadence de l'entreprise Catel, l'entreprise a fait appel à nous pour qu'on l'accompagne à structurer ses méthodes logistiques, diminuer sa charge de travail logistique et également proposer des missions pour un futur alternant qui pourra embaucher l'année prochaine. Donc, dans cette optique, on a adopté une posture de consultant expert en logistique et on a choisi de diviser nos travaux en 4 phases. Donc, la première phase qui est le cadrage et l'analyse initiale. Donc c'était vraiment une phase importante pour nous pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement global de l'entreprise et identifier ses enjeux logistiques. Grâce notamment aux entretiens qu'on a pu avoir avec le PDG, le responsable logistique, les observations terrain qu'on a pu réaliser directement en entreprise et toutes les données qu'on a récoltées sur l'ERP et le WMS de l'entreprise. Donc ensuite, on est passé sur l'identification des dysfonctionnements. Donc on a repéré plusieurs dysfonctionnements au sein de l'organisation supply chain de l'entreprise. Donc ce qui nous a permis d'en déduire certains risques qu'on a analysés et évalués selon leurs probabilités et leurs impacts. Et on a pu en déduire des risques critiques. Et ensuite, arriver sur des potentiels axes d'amélioration. C'est vrai qu'on a porté une importance vraiment sur la méthodologie de projet. Comme vous l'a dit Grégory, du coup, il y a une matrice de risque qui a pu être faite et derrière, il y avait aussi un plan d'action qui nous a permis justement de répondre à 3 objectifs qu'on avait pu concevoir avec le PDG de l'entreprise. Donc c'était de proposer des outils et des méthodes logistiques, diminuer la charge de travail aussi en logistique dans l'entreprise Catel et définir du coup les missions de l'alternant. Par rapport au fait qu'on avait une année pour faire ce projet,
on a priorisé vraiment du coup, les actions à court terme. Donc, dans un premier temps, on va vous développer l'entreposage. C'est vraiment sur quoi on pouvait actionner certaines choses cette année. Et on a quand même répondu aux autres objectifs qui étaient fixés avec le PDG, mais qui sont plutôt à moyen, voire à long terme, donc qui potentiellement pourraient être développés sur une prochaine année. Donc c'était vraiment d'avoir une réponse complète à lui apporter et aussi de pouvoir concrétiser certaines choses sur cette année. Une autre des phases, du coup, c'était vraiment donc le choix de l'entreposage. Donc derrière, on a pu se reposer sur des standards logistiques. On a pu se reposer aussi, du coup, sur certaines méthodologies qu'on a pu apprendre en cours, comme la classification ABC, comme le first in, first out. Donc c'était vraiment la partie la plus intéressante du projet où on met vraiment en valeur l'ensemble de la méthodologie de l'analyse qui a pu être faite par l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, Valentin vous présentez du coup les différents steps qu'on a pu proposer donc, au PDG de Catel. Et voici un des exemples qu'on a pu justement produire par rapport du coup à la réimplantation des différentes zones et aussi par rapport donc au rackage de cette seconde salle qui est actuellement non utilisée par l'entreprise Catel que vous voyez juste en bas. Donc, comme disait Trevor, on a décidé d'avoir une approche en 2 steps. On avait le step 1 qui était un investissement du coup plutôt court terme, rapide à mettre en place pour l'entreprise, qui répondait immédiatement à la problématique par la mise en place du coup de racks simples, classiques. Ce step-là est vraiment le step le plus simple à mettre en place pour l'entreprise. Il vise vraiment à résoudre l'entreprise en diminuant au maximum l'investissement. Concernant le deuxième step, c'est un investissement plutôt moyen terme, long terme, qui vise à pérenniser du coup l'activité en mettant en place des racks dynamiques, des racks FIFO. Donc je vais passer directement sur les résultats. Je vais vous développer d'abord notre résultat suite à notre VSM et les différentes observations qu'on a pu faire. Concernant la capacité de stockage, on était sur une capacité de stockage d'environ 830 palettes. Pour un temps de préparation moyen à la palette de 5 minutes et 10 secondes, ce qui est ramené à l'heure étant environ 11 palettes par heure. Avec notre première solution, on arrive à une capacité de stockage qui augmente de 564 palettes, ce qui pousse du coup les capacités de stockage à environ 1400 palettes, pour un investissement de 40 000 euros. On peut noter aussi également un gain sur le temps de préparation d'1 minute et 21 secondes grâce notamment à l'application de la méthode ABC, ce qui nous emmène à un nombre de palettes par heure d'environ 15. Concernant le step 2, donc, qui est la solution la plus complexe à mettre en place, qui demande le plus gros investissement, mais qui sera également la plus pérenne dans le temps. On a une augmentation sur la solution 1 de 232 emplacements, ce qui porte la capacité totale de stockage à 1727 pour un investissement d'environ 80 000 euros. On peut aussi également noter le temps de préparation qui est à nouveau diminué de 40 secondes par l'optimisation grâce à l'utilisation de racks FIFO. Pour conclure, donc intégrer une PME comme Catel, ça demande vraiment d'avoir une méthodologie qui soit claire. Donc c'est vrai qu'on est vraiment satisfait de cette mission cette année avec l'ensemble du groupe. Ça a été aussi de prioriser pour le coup l'entreposage. Donc on avait plusieurs pistes d'amélioration, des choses qui pouvaient être plus intéressantes ou moins intéressantes pour nous. C'était vraiment se fixer sur les priorités, notamment pour la montée en cadence qui a été multipliée par 3. Et à savoir, on est aussi des étudiants qui venons de différents secteurs d'activité, donc c'était vraiment intéressant de partager là-dessus, de partager nos pratiques du fait qu'on soit tous en alternance. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, comprendre son contexte, quelle approche méthodologique aussi apporter, et derrière d'avoir des solutions adaptées. Donc vu qu'on voulait que ce soit un projet qui soit concret, c'était d'apporter des solutions qui pouvaient s'appliquer assez rapidement. Et derrière, voilà, on espère potentiellement l'année prochaine continuer à collaborer du coup avec l'entreprise Catel pour d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup. On passe aux questions. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, je veux juste savoir comment l'entreprise a accueilli justement ces différentes propositions. Et derrière, est-ce qu'elle les a appliquées en fait, ou est-ce qu'elle compte les appliquer ? Merci.
Alors, pour être tout à fait honnête, on n'a pas eu le temps encore de faire le retour à l'entreprise. On va leur faire le retour sur ce projet bientôt. Le but, justement, ce sera avec eux de corriger les dernières spécificités pour pouvoir ensuite l'appliquer et pouvoir, nous également, faire le suivi l'année prochaine. Donc, nous, ça nous apportera un bon retour sur ce projet parce qu'on aura aussi la mise en œuvre de la solution et ensuite les corrections si la solution ne correspond pas totalement aux besoins, ce qui ne devrait pas être le cas, mais on ne sait jamais. Une deuxième question? Mohamed? Merci Asma, merci et bravo pour cette belle présentation parce que visuellement, vous savez que c'est des choses qui me plaisent quand elles sont présentées de cette manière. Donc moi, tout d'abord bravo d'avoir en fait montré aussi que certains des outils qu'on vous apprend servent à quelque chose. Donc c'est bien de voir les utilisations. Là, la question porte sur en fait l'optimisation logistique dans le cas particulier d'une entreprise en hyper croissance. Pour vous, par rapport au projet que je viens de réaliser, quels sont les principaux freins justement qui font que ce type d'entreprise ne prend pas forcément suffisamment assez l'importance de la logistique en fait, quand les projets sont réfléchis? Parce que dans ce que vous avez appris, ce sont des sujets qu'on aurait dû peut-être déjà anticiper. Donc là, vous vous retrouvez avec des problématiques assez opérationnelles. Pour vous, de ce que vous avez en entreprise, des échanges, de ce que vous avez trouvé en littérature, quels sont les principaux freins par rapport à ça, si vous deviez faire une recommandation sur ça? C'est vrai que c'était une approche intéressante pour une entreprise jeune comme ça, pour nous, de découvrir ça. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, en fait, qu'une entreprise ne puisse pas y penser dès le début. C'est vrai que ça, c'est un frein important de se dire qu'il n'y a pas de connaissance vraiment sur la stratégie logistique qui peut être mise dès le départ et plutôt de se concentrer, ce qui finalement est compréhensible quand même, mais se concentrer sur la génération de chiffre d'affaires, de fidéliser des clients. Et derrière, dans un second temps, de se dire ok, comment on réduit les coûts. On pense que c'est quelque chose qui peut être pensé dès le départ, mais au vu de la visite terrain et des entretiens qu'on a pu avoir, c'est quelque chose de compréhensible. Après, un autre frein quand on travaille avec ce type d'entreprise, c'est justement le côté petit effectif et justement charge importante. Donc nous, pour contrer ce frein, en fait, on est arrivé à chaque fois qu'on allait dans l'entreprise, on s'est rendu plusieurs fois au cours de l'année, à chaque fois on était prêt, on savait qu'on allait faire preuve d'autonomie et on savait quels éléments il nous fallait à la fin de cette visite et on ne repartait pas, entre guillemets, tant qu'on ne les avait pas. Donc voilà les deux principaux freins qu'on peut identifier avec ce type d'entreprise. Une dernière question peut-être? Anne, tu n'as pas de questions? Ah, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, on passe au deuxième projet de la catégorie logistique avec les C3. Donc, un projet intitulé Braze on Time. Donc, réinventer la logistique africaine, un conteneur à la fois. Donc, présenté par Lucie, Nicolas, Alexandre et Clara. Bonjour. Super. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Qui veut être mon associé ? L'émission où les projets d'aujourd'hui bâtissent les infrastructures de demain. Aujourd'hui, nous accueillons une équipe d'étudiants français réunis sous le nom de Braze on Time. Ils ont remporté la première place d'une compétition internationale de supply chain. Leur ambition ? Résoudre le problème des conteneurs vides en Afrique grâce à des solutions technologiques, innovantes et bretonnes. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont réussir à vous convaincre, vous, public d'investisseurs ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Merci. Merci. Aujourd'hui, en Afrique... Si, ça marche. Ok, merci. Aujourd'hui, en Afrique, des millions de conteneurs vides restent inutilisés dans les ports. Pourquoi ? Parce qu'il coûte plus cher de les rapatrier plutôt que de les reconstruire ailleurs.
C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer Brest on Time, une initiative créée en Bretagne, pensée pour l'Afrique et destinée à révolutionner le repositionnement des conteneurs vides en Afrique. Notre projet répond à une problématique précise. Quelles solutions mettre en place pour s'attaquer au problème du repositionnement des conteneurs vides en Afrique, tout en favorisant la durabilité, en s'alignant sur les objectifs de développement durable de l'ONU et en tenant compte des réalités économiques? Notre projet commence par l'analyse de l'existant. Nos premières idées étaient majoritairement de construire des maisons à partir de ces conteneurs non utilisés ou encore de les transformer en restaurants mobiles, en agriculture urbaine ou de les aménager pour des stockages modulables. Cependant, nous voulions pas seulement agir sur les conséquences de ces conteneurs qui restent inutilisés en Afrique, mais bien traiter la cause du problème. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer une solution qui va venir impacter à l'échelle mondiale le repositionnement de ces conteneurs. Et notre solution, elle se trouve dans le produit. Des conteneurs recyclés localement, mais aussi et surtout pliables. C'est ça le cœur de notre projet. Les conteneurs pliables, c'est 5 fois moins d'espace de stockage et 5 fois moins de coûts de transport. Et ce n'est pas tout. Nous intégrons également des capteurs IoT afin de pouvoir avoir en temps réel la position des conteneurs ou bien encore le taux de chargement. Tout est suivi. Ensuite, ces données sont inscrites dans une blockchain dans le but d'avoir une traçabilité maximale sur les différentes opérations, mais aussi une confiance absolue. Très impressionnant. Mais dites-moi, un projet d'une telle envergure ne se monte pas en un claquement de doigts. Comment vous êtes-vous organisé et quelle méthodologie avez-vous utilisée afin de mener ce projet à bien? Alors, nous avons tout d'abord commencé par créer donc un tableau Gantt dans lequel nous avons inscrit toutes les étapes de réalisation entre 2024 et 2025, notamment tout ce qui touchait à la compétition internationale, donc les différents rounds que nous avions à réaliser, mais également tout ce qui touchait donc au projet Génial afin d'être sûr de ne manquer aucune des deadlines. De plus, nous avons réalisé un business model Canva qui nous a permis d'avoir une représentation visuelle du modèle économique que nous souhaitions réaliser. Donc on y retrouve les partenaires clés, les activités clés, les ressources clés de notre projet, mais également tout ce qui va toucher donc, à nos clients, notamment comment nous allons les avoir avec les différents canaux, les différents segments et les relations que nous voulons entretenir avec eux. Mais également tout ce qui va toucher au coût, évidemment, et puis les sources de revenus que nous pouvons en tirer. Parfait. Je vois que la stratégie est très bien posée. Mais à présent, je me demande, vous nous avez parlé de ces infrastructures, mais est-ce que vous pourriez nous les présenter sur une carte, une visualisation pour voir votre implantation sur le continent? Oui, alors nous avons commencé par réaliser une flow map donc, où on va retrouver la carte de l'Afrique, dans laquelle nous avons illustré les endroits principaux où nous voulons créer des usines de recyclage pour ces conteneurs pliables. En premier lieu, nous avons choisi Walvis Bay en Namibie pour réaliser un proof of concept de par sa situation géopolitique, mais également du fait qu'elle soit située sur la côte ouest afin de venir capter un maximum de conteneurs. Ensuite, nous avons choisi de partir sur Dakar au Sénégal afin de venir réaliser donc, un second endroit pour recycler ces conteneurs et finir sur Lusaka en Zambie où là, on viendrait plutôt interagir sur la partie Interland. De plus, sur cette carte, vous pouvez retrouver donc les différents flux de marchandises que nous allons avoir, donc notamment le transport routier qui est en rouge et le short sea shipping, donc le cabotage, le transport maritime le long des côtes africaines, qui va être représenté par des flèches bleues. Ces choix semblent vraiment très judicieux. Mais dites-moi, comment les avez-vous sélectionnés comme étant justement les emplacements les plus stratégiques? Alors pour cela, nous avons utilisé la méthode du barycentre. Le but était vraiment de venir récupérer donc, tous les critères logistiques qui sont le plus importants en Afrique, donc à savoir le volume de trafic de conteneurs, les capacités d'infrastructure de chaque pays, les connectivités régionales. Est-ce que le pays ou la zone géographique a accès à un port, a accès à du transport routier, du transport ferroviaire, le rôle stratégique dans la chaîne logistique africaine de cette zone, la saturation et la congestion évidemment s'il a accès à un port, et tout l'aspect géopolitique. Tout ceci nous a permis d'avoir une pondération et de trouver donc ici sur l'illustration Walvis Bay pour le premier proof of concept. Ainsi, vous avez visé très juste avec vos implantations. Mais j'imagine que ces infrastructures ne sont pas à quelques mètres du port. La question est donc, comment faites-vous pour acheminer ces conteneurs classiques qui sont au niveau du port jusqu'aux infrastructures afin de les transformer ? Alors, pour cela, nous avons créé un process dans lequel on va venir représenter schématiquement les différents flux physiques et les flux d'informations de notre idée. Pour cela, donc, nous avons fait quelque chose qui ressemble à une value stream mapping, évidemment sans les flux avec tout ce qui va être délai, le lead time, parce qu'on est parti sur une idée qui nous permet de venir toucher tous les ports africains et tous les terminaux africains.
Donc là, on va retrouver à gauche n'importe quel fournisseur du monde entier qui envoie sa marchandise à n'importe quel port africain. Donc la marchandise qui est directement dans un conteneur, elle arrive dans le port africain, elle est ensuite acheminée vers le terminal le plus proche pour venir faire le dépotage. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient. À partir de notre usine de recyclage, on va venir récupérer ces conteneurs ancienne génération, donc comme on l'a vu précédemment, soit par cabotage, soit par transport routier. On va venir ensuite les recycler, y ajouter de l'IoT, y ajouter de la blockchain, avant de les stocker dans un endroit dédié donc, à ces conteneurs pliables, pour ensuite les acheminer vers n'importe quel terminal africain, pour les envoyer vers n'importe quel port africain et vers n'importe quel client dans le monde entier. Et une fois sur place, comment ça se passe? Parce que là, on a des conteneurs classiques, mais comment faites-vous pour les transformer ensuite en des conteneurs pliables et intelligents? Nous souhaitons connaître ces étapes concrètes. Donc ici, vous pouvez voir notre process de recyclage qui prévoit la préparation du matériel, la découpe et la mise en forme des composants, l'assemblage des sous-composants du conteneur. Ensuite, nous avons la finition et le traitement des différentes surfaces, le contrôle qualité et les différents tests à effectuer. Et enfin, l'intégration de la blockchain et l'envoi du conteneur pliable une fois terminé. Très bien. Et niveau résultat, ça donne quoi? Eh bien, nos résultats parlent d'eux-mêmes puisque ce projet contribue aux 17 ODD, principalement à l'ODD 8 avec la création d'emplois décents, à l'ODD 9 puisque nous proposons une solution innovante, à l'ODD 12 car il encourage en fait le recyclage, et à l'ODD 13 car il permettrait de réduire les émissions de CO2. De plus, il permettrait d'avoir besoin de 5 fois moins d'espace de stockage. Il permettrait de faire 5 fois plus d'export de conteneurs vides afin de dégorger les ports africains. Au niveau du coût, il permettrait de réduire de 46% les coûts de transport. Au niveau du temps, il permettrait de réduire de 25% les temps de manutention. Et au niveau du CO2, il permettrait de réduire de 15% les émissions de CO2 lors de la fabrication des conteneurs et réduire de 12% les émissions de CO2 lors du transport de ces conteneurs. C'est très impressionnant. Mais maintenant, parlons du sujet tabou. Niveau coût, ça donne quoi? Quels investissements avez-vous dû effectuer afin de faire ce projet? Alors, nous avons modélisé un retour sur investissement sur 12 ans. Nous sommes partis du postulat que nous pouvions recycler 1000 conteneurs par an. Donc, c'est quelque chose qui est totalement réalisable. Et donc, pour 1000 conteneurs recyclés par an pour en faire des conteneurs pliables, nous sommes sur un bénéfice net de 395 410 000 euros de bénéfices. Donc tout cela est dû aux différents gains que nous pouvons avoir chaque année, notamment à la baisse des coûts de repositionnement qui est estimée à 12 000 euros par conteneur et par an, mais également à la perte des conteneurs qui va être fortement réduite grâce à la traçabilité, notamment à l'Internet des objets et la blockchain. Tout ceci donc, mène à un retour sur investissement de 6 millions par an également. Concernant les coûts, on va avoir les coûts fixes et les coûts variables. En coûts fixes, on va retrouver les salaires, la maintenance des systèmes d'IoT, la maintenance de la blockchain qui est très importante aussi, toute la partie administrative, le déploiement de cette blockchain, les usines et les frais de conformité. En termes de coûts de variables, on va retrouver la fabrication des conteneurs, l'entretien de ceux-ci, tout ce qui va être énergie, maintenance des machines, logistique interne, le coût pour déplier et déplier ces conteneurs et l'implémentation de l'IoT. Très bien. Le projet est clair, ambitieux et bien construit. En guise de conclusion, quelle perspective imaginez-vous pour le projet et surtout, jusqu'où peut aller Present Time? Eh bien, tout d'abord, en conclusion, on peut dire que d'une certaine manière, on a apporté une contribution à l'évolution des stratégies supply chain digitales, notamment en intégrant des outils comme l'IA, l'IoT ou encore la blockchain, toujours dans un souci en fait d'optimiser les flux. Ensuite, en ce qui concerne les perspectives, donc pourquoi pas mener des études encore plus approfondies, notamment sur tout ce qui va être l'impact économique ou encore l'impact environnemental des conteneurs pliables sur la chaîne logistique. Et enfin, on va avoir l'évolution du projet vers une solution industrialisable à une très grande échelle. Et ça pourrait se faire, pourquoi pas, avec des partenaires de recherche, tels que des laboratoires, ou bien aussi des grands groupes qui pourraient être intéressés par ce type d'initiative, ou même des startups qui émergent et qui travaillent déjà en partie sur ces sujets. Eh bien, merci à vous trois pour ces explications. Public, étudiants, professionnels, vous les avez entendus défendre aujourd'hui leur projet avec passion et engagement. Alors, la question est la suivante. Êtes-vous prêts à rejoindre le projet Present Time? Et si oui, votez pour nous. N'hésitez pas, montrez votre soutien. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cet excellent projet. Donc, on passe aux questions. Question. Valentin.
Vas-y, Valentin, on t'écoute. Merci pour la présentation. Au niveau des coûts fixes et coûts variables, vous êtes basé sur les recherches internet, du benchmarking, ou comment vous avez trouvé les coûts estimés? Les coûts, on s'est basé en fait sur ce qu'on a trouvé sur internet essentiellement. Donc on a été voir sur des sites spécialisés en transport maritime. Ensuite, c'est ça aussi qui était intéressant avec ce projet, c'est qu'on dépasse un peu la partie logistique et supply chain, parce que pour les compteurs pillables, on touche un petit peu plus sur ce qu'on pourrait qualifier d'ingénierie, même si on n'est pas du tout des ingénieurs calés sur le domaine. Donc là aussi, on a dû aller s'aventurer dans des domaines qu'on connaissait un peu moins, et c'était intéressant. Donc là aussi, on a été chercher des informations spécifiques à ce domaine-là. Et pareil pour la partie numérique, c'était vraiment sur des aspects et des sites spécialisés qu'on a été récupérer et les informations. Et aussi auprès de professionnels. Très bien. Une autre question? Mohamed? Merci. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre la durée de vie de ces conteneurs pliables ou pas? Alors, il n'y a pas de différence de vie, puisque justement, le concept, c'est que ces conteneurs sont plus chers dès le départ, donc ça, on le sait. Et le fait que ces coûts soient supérieurs, ça vient du mécanisme du coup de pliage, et aussi du fait qu'on doit renforcer le conteneur pour qu'il puisse supporter le fait d'être plié, déplié un certain nombre de fois. Et le but, c'est que ces conteneurs ils aient une durée de vie identique à des conteneurs classiques, donc c'est-à-dire une durée de vie moyenne de 12 ans. Ça peut aller plus loin, bien évidemment. Tout dépend de l'entretien, tout un tas de facteurs. Selon la vie du conteneur aussi, il va avoir une durée de vie plus ou moins longue. Mais nous, oui, on s'est basé là-dessus, et un conteneur pliable a une durée de vie similaire. Tu as une question? Une dernière question? Votre solution des conteneurs, elle répond à peu près à quel pourcentage du volume des conteneurs qui sont bloqués en Afrique? Avec 1000 conteneurs par an que vous allez pouvoir recycler, et au total, par exemple, sur un an, combien de conteneurs au total se cumulent dans les ports africains? Alors sur cette partie-là, on n'a pas quantifié précisément, donc on est bien conscient avec l'exemple qu'on vous a donné que c'est qu'un petit nombre de conteneurs. Et ici, la logique, c'était vraiment de présenter quelque chose qui puisse donner un ordre d'idée. On est plus sur entre guillemets, du proof of concept, et déjà établir la solution. Comment on fait les choses, ensuite, comment ça peut évoluer. Donc on a bien conscience qu'au départ, on ne pourra pas révolutionner tout le transport maritime africain et même mondial, mais l'important ici, c'est l'initiative. C'est se dire qu'il y a des solutions qui existent et qui, mises bout à bout, peuvent venir résoudre un problème complexe que sont les conteneurs en Afrique. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, on passe au troisième projet. Donc, troisième projet présenté par Raphaël, les deux Raphaël, Anthony, Anil et Théo, sur les enjeux de la labellisation, en fait, de la supply chain alimentaire dans la stratégie des entreprises. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter avec Raphaël Simier, Raphaël Balcou, Théo Prigent là-bas et Anil Kuriuk, ainsi que moi-même, Anthony Monardo, notre projet génial 2024-2025. Il se prénomme Labellégie, là où les labels et la stratégie se rencontrent. Ce projet fait suite à notre projet de l'année dernière, où nous avons étudié la relation entre les consommateurs et les labels. Et donc on a décidé cette année de continuer ce projet en s'intéressant directement aux entreprises ainsi qu'à la supply chain agroalimentaire. Tout ceci dans un contexte où la supply chain est en pleine mutation, une diversification des labels ainsi qu'une pression économique liée à l'inflation. Nos objectifs ont été d'analyser les rôles stratégiques des labels, d'évaluer leur impact sur la compétitivité, d'étudier la relation producteur-distributeur et comprendre les motivations à la labellisation. Merci Anthony. Donc la thématique de notre projet, c'était la labellisation dans la stratégie d'entreprise. Appuie plus fort. Donc la revue de littérature se mettait sur 4 piliers fondamentaux.
la fondamentale de la théorie dans les labels comme stratégie d'entreprise et les facteurs modérateurs des effets des labels et des nouveaux enjeux logistiques et économiques. Merci beaucoup Raphaël pour ton intervention. Pour poursuivre ce sujet, effectivement, on a déterminé les typologies en fait, de labels. Donc en fait, on les a tout simplement classés par domaine. En fait, c'est un peu le domaine d'action des différents labels qu'on a pu recenser. Là-dessus, j'aimerais beaucoup avoir votre attention parce qu'effectivement, la certification et les labels sont bien deux choses distinctes. Donc là, effectivement, on retrouve les certifications qui vont plus s'attaquer en fait à des entités, des entreprises, etc. Et en second lieu, les labels où là, effectivement, on sera vraiment sur un produit en tant que tel. Merci Anil. Donc, pour mener à bien ce projet, on a donc réalisé un Gantt pour définir les étapes clés de ce projet, donc avec nos différents échelons qui ont été respectés tout au long de cette année de recherche. Et petite précision ici, c'est principalement la revue de littérature et la recherche des entreprises et la conduite des entretiens qui nous a pris le plus de temps. Donc on a créé un guide d'entretien pour mener et structurer nos entretiens envers les professionnels. Donc pour ce faire, on a donc commencé par un préambule, donc essayer de connaître et d'avoir plus d'informations sur l'entreprise interviewée, donc que ce soit son nombre de personnes, son secteur d'activité. Par la suite, on avait une partie donc, sur la stratégie de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise était déjà labellisée? Quels étaient les impacts de ces différents labels? Par la suite, une partie sur la gestion et la mise en œuvre. Donc, comment ils ont mis en œuvre cette procédure de labellisation. Par la suite, on a donc essayé de travailler sur les résultats et les impacts que les labels avaient pu leur apporter actuellement. Puis par la suite, les perspectives et l'avenir. Donc, est-ce qu'ils avaient des projets de future labellisation ou alors, à contrario, est-ce qu'ils avaient des projets d'arrêt total de leurs différents labels qu'ils pouvaient avoir? Donc, suite à cette étude, on a eu deux principaux résultats, un deuxième résultat qu'on en présentera un peu plus tard. Le premier, c'était bien évidemment le résultat de nos entretiens. Donc, on a réussi à conduire 12 entretiens, donc 7 formels, 5 informels. Les entretiens informels, c'est principalement lorsque les entreprises n'avaient pas le temps pour un entretien complet ou nous accorder, où on a quand même pu échanger pour avoir la tendance globale de leur entreprise par rapport à cela. Et on a pu échanger avec ces entreprises donc sur toute la supply chain agroalimentaire, des petits agriculteurs jusqu'aux industriels, les entreprises de transport et également les grandes et moyennes surfaces. Donc là, je vais demander du coup à Raphaël ici présent de nous présenter un petit peu l'approche des grandes et moyennes surfaces face justement au label dans la stratégie. Parlez devant le micro les gars s'il vous plaît. Donc dans la grande distribution, les objectifs des labels, c'est surtout une image et de confiance client. Les labels dans la stratégie, la plupart du temps, c'est marketing et pareil, la plupart du temps, c'est offre pour les clients. Et pourquoi on se labellise la plupart du temps, c'est des demandes de clients. Comme il y a le bio il y a quelques années, on a dû pouvoir agrandir le rayonnage en termes de magasins, dans les magasins. La plupart du temps, la complexité est assez faible puisque en grande distribution, c'est des très gros groupes, donc ils peuvent se permettre de faire du labellisation assez rapidement. Et au niveau rentabilité, c'est surtout de la fidélisation client. Et ça peut être assez faible, surtout quand la labellisation commence à perdre de sa super, comme le bio il y a quelques années, où les gens préféraient autre chose. Donc des fois, ça diminue ou ça augmente. Donc merci Raphaël. Théo, à présent, est-ce que tu pourrais nous donner l'approche des industriels, s'il te plaît ? Concernant les industriels, alors une stratégie de labellisation va principalement nous permettre de nous différencier vis-à-vis de nos concurrents. Ça va nous donner un avantage donc, concurrentiel. De plus, ça va nous permettre donc, d'améliorer notre image. Et concrètement, au niveau complexité, donc, ça va être assez moyen car les grands groupes industriels ont les moyens donc, de se labelliser et la rentabilité, la vision va être plutôt à long terme. Merci Théo. Anthony, à présent. Anil, pardon, à présent, je vais te demander de nous partager l'avis des petits producteurs. Merci beaucoup, Raphaël. Effectivement, nous, en tant que petits producteurs, on va essayer de se labelliser effectivement plus pour accéder en fait à un marché
Donc ce qui va vraiment être intéressant pour nous, c'est vraiment cette rentabilité d'accès à ce marché en question. Mais effectivement, le problème, nous, qu'on va pouvoir rencontrer, en fait, c'est vraiment cette difficulté à mettre en place ce processus, ayant des moyens financiers et humains limités par rapport à des grosses industries. Ce processus-là peut être un peu plus fastidieux en tant que petit producteur effectivement compliqué parfois. Merci Anil. Et enfin, Anthony, est-ce que tu pourrais nous partager l'avis des entreprises, des magasins spécialisés? Oui, tout à fait. Donc nous, les labels, ils ont clairement une place centrale dans notre stratégie. Donc, comment dire ça? C'est lié à notre identité de marque. Ça a une forte valeur éthique. Ça permet aussi de nous structurer l'offre autour de fortes valeurs telles que le bio, le bien-être animal, le commerce équitable. Et aussi, tout ça nous permet aussi de fidéliser des clients, des clients qu'on pourrait dire niche, parce qu'ils recherchent des produits qui sont en relation avec leurs valeurs, quitte à mettre un prix bien plus élevé sur leurs produits. Donc, comme j'expliquais, ce projet nous a apporté 2 résultats principaux. Donc, dans un premier temps, les entretiens. Dans un deuxième, l'analyse de tous ces entretiens nous a mis en évidence 2 typologies d'entreprises. La première, c'est encore une fois par rapport à l'approche des labels. La première, est-ce que l'entreprise va être concernée par ces labels? Est-ce que ça va être pertinent pour eux? Donc, dans un premier cas, on va identifier en haut à droite les entreprises dont l'offre commerciale n'est pas dépendante des labels. Dans cette catégorie-là, on va retrouver les entreprises de services, les transporteurs, les stockistes, où là, comme ils n'ont pas de produits à fournir à proprement parler, ils ne vont pas le labelliser, ils vont plutôt se tourner vers des certifications, des normes. Pour les entreprises qui vont nous intéresser, ce seront les entreprises du coup plutôt productrices, les industriels, les grandes et moyennes surfaces, qui elles vont faire cette étude de labellisation. Pour les entreprises du coup à forte porteuse de cause, à forte valeur et image de marque, comme par exemple Ecodis, qui est un fournisseur de Biocop, où là tout leur business model est basé sur les produits bio, les produits labellisés, toutes ces choses-ci. Ils vont naturellement aller vers la labellisation. Pour les autres entreprises qui se posent la question, notamment les petits agriculteurs, ils vont effectuer une étude de rentabilité. Cette étude de rentabilité, si elle est concluante, ils ont deux possibilités. Soit ils vont partir sur la labellisation des produits directement, soit ils vont utiliser les labels pour combler des normes ou des certifications qu'ils ont déjà. Enfin, une fois que cette labellisation est en place depuis un certain temps, ils peuvent à tout moment choisir volontairement d'arrêter cette labellisation. Ici, 2 cas de figure. Soit ils arrêtent la labellisation, soit ils font comme le cas de l'entreprise Mendeles en 2012 avec Cocoa Life, où ils internalisent le processus en créant leur propre label. Donc ici, nous avons un exemple de l'impact des labels sur la supply chain. Donc avec Ecodis, donc les labels nous permettent d'avoir de nouveaux processus, donc de nouveaux processus qui tiennent en compte des contenants qui doivent être labellisés jusqu'à une réduction, jusqu'à une réduction de l'option de sourcing. Tout ceci avec une contrainte de stock liée à un cahier des charges. Ça nous permet aussi quand même d'avoir un plus grand nombre de détaillants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, les prix sont établis sur ce que les clients est prêt à mettre pour dépenser sur le produit. Donc, pour revenir aux apports de ce travail, donc là on a eu deux grandes approches. On a eu la partie académique, puisque notre revue de littérature a pu mettre en avant ou en tout cas la revue de littérature n'a pas mentionné ces entreprises qui ne sont pas concernées par la labellisation. La distinction des normes et des labellisations n'est pas très bien définie actuellement. Et du coup, ces entreprises de services, stockistes notamment et transporteurs, ne sont pas forcément représentées dans la partie revue de littérature. Et sur la partie professionnelle, donc notre outil de prise à la décision est un outil que l'on espère aidera de nombreuses entreprises à l'avenir.
Merci beaucoup mes amis pour cette présentation. Effectivement, là, on va s'attaquer à l'analyse globale en fait du projet. Donc rapidement, comme a dit mes collègues précédemment, on a vraiment essayé de prendre différents acteurs de la supply chain agroalimentaire, suivant leur domaine. Une revue détaillée, effectivement, qu'on a pu le voir précédemment, des typologies de labels. Donc là, effectivement, on a pu avoir des détails sur ces labels, un niveau de maîtrise. On peut parler de maîtrise à ce niveau-là. Ensuite, à droite, ce qu'on a pu ressortir de ce projet-là, c'est plus, on aurait souhaité avoir une vision internationale qui serait plus représentée, qui aurait pu être très intéressant pour notre projet. En second lieu, un échantillon en fait, d'entreprises qu'on aurait aimé développer en ce sens-là, qui aurait pu être encore plus intéressant pour notre étude. Et donc, pour conclure, l'outil d'aide à la décision typologie nous a permis d'avoir 3 types de typologies d'entreprises. Les entreprises non impactées, comme les entreprises de services, les entreprises portes de cause, dont les labels, c'est principalement leur image, et les autres entreprises. Et donc, l'outil d'aide à la décision permet qu'en fait, c'est les autres entreprises qui acceptent les labels, qui veulent faire un label plus tard. Cet outil les permettra de les aider. Donc, de plus, un label va avoir un rôle stratégique, ça va avoir un impact sur la compétitivité et la durabilité, et ça va également impacter la relation entre les producteurs et les distributeurs. Donc, notamment, ça va être un outil donc, de différenciation, de valorisation pour l'entreprise. Ça va renforcer la confiance de ses clients de par la confiance des labels envers les produits qu'ils représentent. De plus, ça va leur donner un accès à un marché donc, plus large, avec, comme nous expliquait Anthony, donc, les marchés de niche avec les entreprises spécialisées donc, dans les produits labellisés. De plus, on va pouvoir vous donner une petite recommandation, ça va être notamment d'accompagner les petites entreprises, car tout label a un coût et ça peut être compliqué, donc, notamment pour adapter la logistique des entreprises, de se labelliser. Et donc le prolongement du projet pourrait être d'étendre les recherches sur un milieu international et aussi de calculer l'impact réel d'une labellisation. Merci de nous avoir écoutés. Très intéressant, merci beaucoup. Donc on passe aux questions. Des questions ? Parfait. Bonjour. Du coup, moi, je suis ravie de voir la suite de notre projet de l'an passé. Ma question était la suivante, c'est est-ce que vous avez mené une étude d'impact auprès d'un public cible de consommateurs ? C'est notre discussion de l'an passé aussi, pour savoir si des labels étaient plus porteurs de perspectives de développement pour l'entreprise ou s'ils étaient tous à équité parce qu'ils ont tous un intérêt équivalent. Alors, si j'ai bien compris la question, vous voulez savoir si l'étude de l'année dernière a été portée auprès des consommateurs, c'est bien ça ? Non, c'est l'étude de cette année, parce que cette année, du coup, vous avez refait une étude ou pas ? Oui, alors cette année, en fait, on s'est vraiment fixé comme objectif de ne pas du tout inclure les consommateurs, en fait, et de pouvoir avoir vraiment cet avis logistique, purement stratégique et financière pour les entreprises et les piliers de l'agroalimentaire. Donc les consommateurs ne rentrent pas du tout dans cette ligne de compte. Sauf, bien sûr, en cas de stratégie pour les entreprises, où là, c'est eux-mêmes qui vont parler parce que les consommateurs nous demandent d'être tel label parce qu'ils veulent plus de confiance, etc. Mais nous, en tout cas, dans notre étude, on n'en parle pas du tout des consommateurs. On veut vraiment savoir pourquoi et comment ils ont voulu se labelliser. J'espère que ça répond à votre question. On dirait pas. Oui, mais dans le pourquoi, vous avez fait totalement abstraction du consommateur. Parce que sinon, ça allait être la même étude que l'année dernière. Une autre question ? Une question ? Bon, du coup, ça veut dire que tout est clair en fait, dans votre méthode. Merci.
Donc on passe au dernier projet pour la catégorie logistique. Le groupe de Manon, Laura, Léo et Valentin sur l'optimisation des circuits de bus scolaires de Redon Agglomération. Bonjour Manon, bonjour Valentin. Bonjour Léo. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va super. Du coup, merci d'être venu pour cette réunion pour parler de la suite de votre projet d'optimisation des transports scolaires. Du coup, pour vous recontextualiser un petit peu, donc, le transport scolaire chez Redon Agglomération, donc, c'est 4500 élèves qui sont répartis dans 54 établissements dans 31 communes. Du coup, ce projet il revêtit une dimension financière pour commencer, parce qu'on constate une hausse de nos dépenses depuis 2019 d'environ 20%. Il y a également une dimension sociale et politique, avec notamment les parents d'élèves, ainsi que les conseils communautaires. D'accord. J'imagine aussi qu'il y a une dimension environnementale au projet ? Oui, tout à fait. Nous aimerions également réduire nos émissions de CO2. D'accord. Et en termes des objectifs que vous attendez ? Alors, premièrement, comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, il y a une dimension financière, donc on aimerait réduire nos coûts. Également, comme j'ai dit aussi plus tôt, réduire nos émissions de CO2. Et enfin, réduire le temps de parcours de nos circuits. Mais ne vous en faites pas, je vais tout vous envoyer par mail pour que vous puissiez travailler sur ce projet. Ok, merci, ça nous paraît extrêmement clair. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, je vais prendre un café, moi. Oh, Valentin et Manon. Bonjour Léo. Comment allez-vous ? Très bien. Super. Dites-moi, est-ce que vous avez pu avancer sur le projet ou pas encore ? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci à vous de nous avoir donné les feuilles de route pour avoir accès aux différentes horaires, aux montées, au temps de circuit également. Et puis surtout de nous avoir donné accès à votre logiciel SIG Okina, qui nous a permis vraiment de voir en détail les différents points d'arrêt des transports scolaires sur la commune de Redon. Donc on a d'abord procédé par un tri des données, notamment des données GPS, qu'on a converties en format KML pour pouvoir ensuite les retranscrire sur le logiciel UMAP pour vraiment avoir l'ensemble des points d'arrêt et des circuits de Redon Agglo. Je ne sais pas si vous vous rappeliez l'année dernière quand on avait procédé. L'année dernière, on avait fait une technique issue de notre revue de littérature où en fait on décomposait la zone géographique du secteur concerné en 4 zones et chaque zone était divisée ensuite et desservie par des bus en fonction du temps de trajet. Du coup, il pouvait y avoir plusieurs bus pour desservir une seule zone. Et cette année, on a procédé différemment. On a tout d'abord analysé les taux de remplissage de chacun des circuits du secteur d'Aller. Et on a vu que les bus étaient très bien remplis. Du coup, on a décidé de se focaliser sur les minibus pour avoir une marge dans ce travail d'optimisation. Il y a eu 5 minibus sur lesquels on a travaillé. Et comment on a procédé ? Pour chaque minibus, sur UMAP, on a regardé si c'était proche d'une ligne plus complète, avec un grand bus de 63 places. Et si on avait la place, on proposait d'intégrer ces lignes de minibus. Par exemple, ici, les points en vert sont devenus bleus, c'est-à-dire qu'on propose d'intégrer dans un seul circuit la ligne de minibus et donc la supprimer. Ce que ça donnerait, ça serait 2 lignes de minibus qui seraient supprimées et fusionnées dans des circuits de 63 places. Et pour les 3 lignes de minibus restantes, on a fait une étude et malheureusement, au niveau du temps de trajet, c'est trop long. Également, au niveau des coûts, c'est plus rentable d'avoir 3 lignes de minibus plutôt qu'un seul bus de 63 places, car ce dernier serait peu rempli. Ok, super. Et dites-moi, est-ce que vous avez pu travailler sur notre problématique des nombreux points d'arrêt que l'on avait ? Oui, alors tout à fait. Donc justement, nous avons pu observer 3 zones très denses de points d'arrêt avec des arrêts qui sont inactifs aujourd'hui. Donc nous avons utilisé une technique de rayonnage. Donc on a pris des points d'arrêt, on a mis un rayon de 450 mètres et à l'intersection de ces 3 cercles, nous avons créé un nouveau point d'arrêt. Et donc ça concernait 51 arrêts et on a réussi à en supprimer 26. Donc on n'en a plus que 24 qui sont conservés. En termes de gains, donc entre la première année et la deuxième année où on a optimisé les circuits scolaires de Redon Agglomération, c'est 25 263 € de gains par an et 4 tonnes de CO2 évitées. Ok, super. Donc moi, je trouve que c'est des résultats très encourageants sur uniquement 2 secteurs. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez pu faire une étude globale sur tout notre secteur ?
Oui, tout à fait. Alors, d'une façon macroscopique, si on étend cette étude d'optimisation des circuits, on pourrait obtenir jusqu'à 24% de diminution des coûts, ce qui pourrait représenter pas loin de 1 200 000 euros sur l'enveloppe allouée de 5 millions d'euros. Et c'est au vu de ce gain potentiel qu'en fait on a démarché notre collègue Laura, également étudiante à l'ESLI, qui a réalisé un processus achat d'un logiciel d'optimisation de tournée pour essayer d'atteindre ces gains et pour automatiser et pérenniser vos optimisations de transport scolaire. On lui a donné votre contact et elle viendra, je pense, vous voir très bientôt. Super, très bonne idée, merci beaucoup. Est-ce que vous pourrez également m'envoyer tous vos documents, s'il vous plaît? Oui, on va faire ça rapidement. Super, merci beaucoup. Bonjour Léo. Bonjour Laura, tu vas bien? Oui, très bien. Et vous? Ça va, super, merci. Alors aujourd'hui, donc nous sommes là pour vous présenter donc le processus achat donc du logiciel d'optimisation. Puisque comme Manon et Valentin vous l'a présenté, on a réalisé des optimisations mais plutôt manuelles. Et donc là, on souhaiterait plus automatiser pour pérenniser et avoir un impact plus conséquent au niveau économique et environnemental. Donc, au niveau des étapes, on a commencé notamment par faire un cahier des charges technique et fonctionnel. Et ensuite, on a réalisé un sourcing fournisseur. Donc, on a réussi à trouver près de 17 fournisseurs. Donc, par la suite, on a envoyé notre RFI pour présélectionner donc, les fournisseurs et poursuivre le processus au niveau RFQ pour avoir vraiment une offre globale à vous proposer à Redon Agglomération. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur la RFI, s'il te plaît? Alors oui, au niveau de la RFI, donc ça permet de préqualifier les fournisseurs et donc notamment au niveau des informations générales, des résultats financiers également de l'entreprise pour connaître la stabilité financière des fournisseurs, également les fonctionnalités du logiciel et les connexions externes type API qui vont permettre en fait d'avoir une communication entre différents logiciels. Et du coup, tu m'as dit avoir sourcé 17 fournisseurs. Est-ce que tu as eu des réponses? Alors oui, on a eu deux réponses positives. Et donc, nous avons pu enclencher la continuité du processus, donc avec notamment des offres commerciales qu'on a reçues, donc avec le prix de la licence, tout ce qui va être coût annexe avec coût de la maintenance, coût également des formations et durée d'engagement. Ok, super. Et est-ce que tu as envoyé cette RFQ à des fournisseurs? Alors oui, aux deux fournisseurs qui m'ont répondu justement à la RFI. Et donc nous avons pu analyser le fournisseur A et B. Il y a notamment le fournisseur A qui a une solution technologiquement avancée avec une présence en SaaS, donc c'est un logiciel accessible en ligne, et une présence aussi d'API, donc avec une possibilité d'interface avec d'autres logiciels. Par contre, en point plutôt négatif, c'est un logiciel, c'est un fournisseur qui manque d'expérience au niveau du transport scolaire, contrairement au deuxième fournisseur qui, lui, a une spécialité au niveau de ce domaine et qui a également un logiciel très ergonomique, donc facile d'utilisation, avec un coût de 50 000 euros donc sur 3 ans. Et contrairement au fournisseur A qui a un coût de 130 000 euros sur 3 ans. Et du coup, selon toi, quel fournisseur serait le plus pertinent pour nous? Alors le plus pertinent pour nous, ce serait donc le fournisseur B. Ce qu'on a fait, c'est une grille de notation avec différents critères, donc des critères plutôt objectifs, avec une pondération pour pouvoir les noter. Et le plus adapté nous semble être le fournisseur B. Ok, super. Et je voulais savoir, est-ce que tu aurais des données chiffrées peut-être plus concrètes à me transmettre? Au niveau des gains potentiels, donc au niveau des offres commerciales, ce qu'on avait, c'est un gain jusqu'à 360 000 euros au niveau des gains kilométriques, donc qui représentent près de 7% du budget du transport scolaire, et également des gains en émissions de CO2, donc une diminution de près de 132 tonnes par an.
Ok, super, ben voilà de bonnes nouvelles. En tout cas, Laura, merci. Et tu pourrais également remercier Manon et Valentin pour leurs différents travaux. Je pense que grâce à ces différents travaux d'optimisation manuelle et à ce sourcing de logiciels, nous pourrons pérenniser et automatiser nos futures optimisations sur nos prochains secteurs. Merci beaucoup. Question, Didier? J'avais une question. C'est sous la responsabilité de la mairie, ça? De quoi? Le projet. C'est en collaboration avec Redon Agglomération. Du coup, pas la mairie de Redon directement, mais au niveau de l'agglomération. Donc ça tombe dans le domaine des achats publics? Oui. Vous avez tenu compte de la législation achat public? Parce que là, tel que vous exprimez, ça me semble être une approche saine, intelligente, mais plutôt d'achat privé. Et vous savez que ça ne fonctionne pas de la même manière? Oui, on sait. En fait, on a des transparents. Je sais que c'est un critère important d'achat public au niveau de la transparence. On n'a pas forcément utilisé le logiciel d'appel d'offres public en ligne parce que en fait, il faut savoir que le processus achat, c'est pas forcément la demande de Redon Agglomération. Le projet d'optimisation, oui, mais le processus achat, c'est de notre volonté en fait de pouvoir aller plus loin et proposer. Oui, mais qui va payer? C'est l'agglomération, c'est-à-dire c'est une responsabilité des achats publics et des achats publics, oui. Des deniers publics. Ouais. Oui. Alors vous faites très attention à ça parce que dans ce qu'on appelle la consultation des fournisseurs et dans la contractualisation, dans la manière d'où vous construisez l'appel d'offres, il y a des règles qui existent en achat public qui sont extrêmement contraignantes et par rapport aux achats privés. Ce n'est pas obligatoirement dans vos résultats. Les fournisseurs, eux, mais par exemple, sur vos critères que vous avez décidés, l'achat public ne vous permet pas tout. Dans l'utilisation du critère. L'achat public ne vous permet pas tout. L'achat privé, oui. Je vous demande d'être très vigilant avec ça parce qu'aujourd'hui, nous, au Conseil national des achats, on essaye, et on n'y arrive pas obligatoirement, d'harmoniser la manière de consulter les fournisseurs entre achat privé et achat public. Donc, je ne sais pas, mais faites très attention parce que tout votre projet qui est excellent, enfin, c'est extrêmement sain, c'est bien, ça peut tomber à l'eau sur une connerie comme ça. Merci pour tes conseils, Didier. Une autre question? Non, vous avez bien fait. Non, c'est intéressant. C'est un groupe LSI, hein. LSI 3, c'est pas un groupe achat. Oui, donc vous avez travaillé avec Redon Agglomération là-dessus, sur notamment la partie transport scolaire, c'est ça? Est-ce que vous avez travaillé également sur tout ce qui était transport à la demande, qui va sortir là au 1er septembre 2025 avec Redon Agglomération et qui viendra en plus du transport scolaire, prélevé directement sur une taxe mobilité que Redon Agglomération est en train de mettre sur les entreprises? Oui, alors justement, donc cette année, on a été un peu plus en autonomie sur cette partie-là, car notre sponsor, enfin le responsable du pôle mobilité, justement, était lui sur ce projet-là de transport à la demande. Donc on n'a pas pu être avec lui sur ce projet-là parce qu'il voulait vraiment qu'on axe sur l'optimisation aujourd'hui, en tout cas du secteur d'alerte qu'il venait de récupérer. Mais ça aurait pu, mais ça ne collait pas en termes de temps. Enfin, et aussi, en fait, il faut savoir que c'est un projet sur 2 ans. Et du coup, en fait, au début de la première année, ils nous avaient sondé sur 3 sujets, et dont le sujet de mobilité urbaine. Et il nous a dit qu'il préférait qu'on travaille sur le transport scolaire plutôt que sur le sujet de la mobilité urbaine et le transport à la demande. Merci beaucoup. On va s'arrêter à ce niveau en fait pour les questions. Donc on va voter pour la catégorie logistique.